Bienvenue à tous. Supposée dette de 15 milliards de francs CFA, soit 22 millions d'euros de l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou, candidat malheureux à la présidentielle de 2016. L'opposant au PDG du groupe Burkinabé et Bomaf, le dossier reste tout fumant. L'affaire qui, fin février, a fait grand bruit suite à la publication du magazine panafricain La Lettre du Continent, emballe désormais la classe politique béninoise. À la faveur d'une conférence de presse, Rachidi Gbadamassi, député de la 8e circonscription électorale, président du parti Dur Baka, est l'un des farouches opposants en son temps à la candidature du banquier d'affaires, soupçonne une rocambolesque affaire d'escroquerie et en appelle conséquemment à l'ouverture express d'une enquête judiciaire avec des sanctions idoines. Affaire Ebomaf Lionel Zinsou, une affaire politico-judiciaire, tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission 100% Bénin du jour. Mais avant l'instant débat, la revue de presse. On retrouve notre compagnon de tous les jours, Kodovia Metonou, qui déjà a parcouru la une de bien des quotidiens du jour pour nous. Kodovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également nos amis téléspectateurs. Pour ce que j'ai pu constater, les titres sont divers et variés, de la marche à la sortie de Rachidi Gbadamassi, mais aussi à la visite de Macron, chacun y allait à sa façon. Tout à fait, avec la moisson qui est suffisamment bonne ce mercredi. Vous aurez donc le temps de le constater aussi bien que les téléspectateurs. Et c'est pour le bonheur de ceux-là, bien entendu. Vous avez la parole. Merci donc Joël Tondi. On démarre avec le quotidien Décryptage Info qui s'intéresse beaucoup plus à la législative donc 2019 et met donc en titre Rencontre tous azimuts avec les couches sociales et confessions religieuses. Comment Talon prépare 2019 et puis négociation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement rencontre les syndicats. Ce jeudi, gestion du Bénin sous la rupture. Boris Aké déculotte la rupture et fait un bilan décevant. La boussole cette fois attaque tous azimuts. Sortie médiatique et réponse à tout vent pour plaire donc à Talon. Vivement que Gbadamassi soit rassuré de son positionnement pour 2019 par la rupture. Visite de Patrice Talon à l'Elysée. Macron promet restituer au Bénin ses biens culturels coloniaux. La dépêche, levée d'immunité parlementaire, la minorité sauve le BMP et puis drame en le jour colline. Un lion en captivité tue un enfant à Boycott. La nouvelle tribune, visite du chef de l'État en France, Talon à Paris pour des retombées dérisoires. Il confirme sa volonté de faire un mandat unique. Sortie médiatique sur la supposée dette de Zinsou envers Ebomaf. Gbadamassi en mission commandé. L'Afrique en marche, bras de fer entre gouvernement et acteurs de l'éducation. Les enseignants ont marché dans l'espoir d'une victoire. Inégalité sociale sous le nouveau départ. 5 millions de francs CFA polémique autour du salaire de Zulkifl Salabi. Les vaches grasses pour les amis de Talon. La ceinture pour le peuple. L'autre quotidien, Patrice Talon en France. Le président Macron soutient et encourage les réformes au Bénin. Histoire et culture, Talon impressionne par sa démarche diplomatique. Et puis, affaire de 15 milliards de prêts de Lionel Zinsou. Rachidi Gbadamassi demande l'ouverture d'une enquête judiciaire. Le confrère de la matinée, classement des pays économiquement émergents selon les OBEMA, et bien des efforts du Bénin noyés dans une réforme antisociale. Consultation avec des composantes du peuple. Patrice Talon pourrait-il changer? Et puis marche de protestation, de manifestation de colère ce mardi à Cotonou. Les travailleurs grévistes toujours menaçants. Le matin cette fois, manifestation dans les rues de Cotonou hier. L'ombre de Yahi présente dans la foule. Affaire faux médicaments, procès de grossistes répartiteurs. Le dossier est mis en délibéré pour le 13 mars. Matin, le quotidien, le matinal, procès des grossistes de faux médicaments. Le grand flou et puis Gbadamassi enfonce Lionel Zinsou dans l'affaire de dette de l'ancien Premier ministre du Bénin. Le nouvel observateur Patrice Talon à l'Elysée. Une visite, des millions d'euros, des aveux, des ratés aussi. Cinglant des aveux du climat socio-politique en déconfiture. Le Bénin renoue avec les écoles, hôpitaux, cours et tribunaux
mort. Et puis dans la secousse tellurique embrassant le Bénin, Joseph Djogbenou est-il devenu la mère poule d'Alternative Citoyenne? Quotidien Le Pays émergent, visite du chef de l'État béninois à l'Élysée, Patrice Talon entre mea culpa, volonté de réforme et coopération. Le potentiel fronde sociale persistante ces derniers jours, l'ombre des princes d'hier ravive la tension. Dette de Lionel Zissou vis-à-vis du PDG de Ebomaf, Badamassi exige le remboursement des 15 milliards escroqués. L'événement précis, Joseph Nolofou, médiateur de la République, invité sous l'arbre à Palabre, il n'y a aucune autre institution qui joue le rôle confié au médiateur de la République, Joël Itondi. Alors, Matin Libre cette fois, demande de restitution des biens culturels du Bénin en France. Macron tourne talon en bourrique, décryptage de la rencontre entre les deux présidents. Grève générale dans les écoles publiques, le plan du gouvernement pour diviser les enseignants et puis dossier à aux faux médicaments. L'audience s'ouvre à nouveau le 13 mars. Nord-Sud, quotidien, grève dans l'administration et marche. Yahi, la main invisible, s'exclame donc, s'interroge du moins sur le journal. Et puis, point média pour terminer. Suite à la présidentielle de 2016, Badamassi appelle la justice à s'auto-saisir de l'affaire Lionel Zissou et Bomaf. Et puis, Front social acculé, le gouvernement tente de se rattraper. Marche du Front d'action des syndicats de l'éducation, une déferlante humaine mécontente étouffe Biochane. Et puis, après donc aveu de complicité de Talon dans la misère des Béninois, qu'est-ce que cela rapporte donc aux Béninois? Et puis, fait divers macabre à Ouassako, nous sommes dans la commune de Boyko, c'est bien sûr au centre du Bénin. Un lion tue un enfant. Merci Kodovi Amitonou, et je fais mon arrêt sur Point Média qui nous apprend que le gouvernement essaie de se rattraper dans la crise sociale, la marche, la colère des enseignants. C'est quoi la nouvelle au juste? Oui, juste après, en tout cas, pendant que les enseignants sont dans la rue, ou les grévistes sont dans la rue, il y a un communiqué du ministre de l'économie et des finances qui fait état de ce que le salaire du mois de février est déjà viré. Alors, c'est ce même jour, pendant que les gens sont dans la rue, que ce communiqué-là est sorti. D'autre part, le ministre du Développement, Abdoulaye Biochane aussi, qui fait partie donc des acteurs clés de négociation gouvernement-syndicat, a effectivement aussi reçu la motion des protestataires. C'est la preuve que, effectivement, acculé, le gouvernement tente donc de se rattraper. On a viré les salaires d'une part, on a pris également l'engagement que le gouvernement prendra davantage langue avec les manifestants, et mieux que le gouvernement est prêt également à répondre aux doléances des uns et des autres. Ici, il est question beaucoup plus du respect ou de l'institutionnalisation du statut particulier des enseignants. Est-ce que c'est de cette façon que le gouvernement entend donc régler la crise? Le chef de l'État avait dit entre-temps qu'au sorti de la rencontre avec les dames, qu'au Conseil des ministres, ils vont prendre donc les mesures idoines. Alors, est-ce que cela voudra simplement dire que la question de la radiation est déjà rangée au placard et donc que cette menace d'intimidation a cessé? Dieu seul sait, mais de toutes les façons, les salaires sont virés et le ministre Abdoulaye Biochane également a reçu donc les marcheurs. C'est la preuve que peut-être il y a une porte de sortie pour la crise en cours. Est-ce que certains journaux ont apporté des précisions par rapport au montant récupéré? Est-ce un salaire défalqué ou intact? Pas de précision pour l'instant. Jusque-là, à partir du moment où c'est justement hier seulement le communiqué est sorti pendant que les gens sont en train de marcher, c'est peut-être ce matin, les tout premiers vont aller constater sur leur fiche de paye s'il y a eu défalcation ou autre. Mais de toutes les façons, c'est que le salaire, tel que l'expression a été, en tout cas, dit dans le communiqué, c'est bien sûr que le salaire a été viré. Le salaire a été viré. Les enseignants vont constater le contenu. Je reste avec les enseignants, deux journaux en un. Je parle là de Matin Libre et de Nord-Sud quotidien. Matin Libre, non, le matin. Plus précisément, oui, le matin qui voit l'ombre de Yahi au travers de cette marche, mais Nord-Sud qui s'interroge en tout cas autour du personnage de Yahi. Yahi se serait confondu aux marcheurs. Bon, je ne sais pas si on peut s'empêcher donc de faire ce rapprochement dans la mesure où les marcheurs auraient fait escale donc au domicile de l'ancien chef de l'État pour
lui adresser l'homme et à culpa également, un peu comme ce que le pays émergent a dit du président Talon devant Macron. Donc ils sont allés voir Yahya Boni pour dire tu nous avais prévenu de ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre. Donc à partir de cet instant, nous vous présentons nos excuses avant de poursuivre donc leur démarche vers l'autorité en question, donc Abdoulaye Biotchane. Alors si c'est le cas, le chef de l'État, Boni Yayi, au congrès des forces Kouripora Bénin émergent, a déjà drainé de la foule. Ça a inquiété le pouvoir en place. Il s'est rendu quelques jours après à Kétou. C'est également de la population qui avait autour. Et ça a également inquiété. Si l'on doit continuer dans la République, pas voir l'ombre de Yayi partout, je ne crois pas que l'on puisse faire juste le tour de 2 mètres de réalisation. Il faudrait que l'on laisse Yahya Boni tranquille, puisqu'il a effectivement passé de façon constitutionnelle le pouvoir, qu'on le laisse donc dans sa retraite politique et qu'on s'occupe vraiment des questions qui également agitent aujourd'hui la République, qui n'est plus dans sa main. Donc à partir de cet instant, qu'on lui colle la paix, qu'on cesse de le voir partout. C'est votre souhait. En tout cas, de l'autre côté de Boyiko, l'inquiétude nous apprend aux 2 journaux. Je n'ai pas retenu les titres, n'a pas du tout été au rendez-vous pour les parents. Le sujet est évoqué quelque temps par ici, en Éthiopie, en Sierra Leone. Ces animaux des eaux en divagation qui prennent les visiteurs en otage. Cette fois-ci, c'est un enfant qui en a fait les frais. Passé de vie à trépas. Oui, je l'ai dit, c'est un lion en captivité. Ça ne date pas. La captivité de ce lion ne date pas d'aujourd'hui. C'est un lion qui est dans une concession et c'est là où ça pose problème. Vous savez qu'en 2009 déjà, dans le parc du centre de promotion et de l'artisanat, il y avait une lionne qui a tenté d'agresser en tout cas d'en finir avec son gardien, celui qui est chargé donc de le nourrir chaque matin. Et donc ça a tourné au cauchemar. Il a fallu l'intervention des eaux et forêts donc pour abattre le félin et en même temps finir donc avec cette exposition. Mais si aujourd'hui des particuliers en arrivent à voir ces animaux sauvages dans leur domicile, je crois que cela pose problème. C'est un enfant qui est chargé en réalité d'aller nettoyer la cage. Vous trouvez ça normal? Un enfant de 10 ans qui doit s'approcher d'un lion en captivité et qui peut-être aura fait à un moment donné. Et c'est ce qui est arrivé. C'est un drame que nous allons dénoncer. Vous l'avez souligné à travers l'Afrique de l'Est, où nous avons beaucoup de parcs animaliers. Et également au Bénin, aujourd'hui, le parc W est là. Il y a des hyènes qui vont agresser la population à travers donc, leur intervention dans les fermes et autres. Mais je ne crois pas que l'on puisse tolérer que des particuliers qui n'aient pas une certaine garantie nécessaire puissent avoir des félins de ce genre dans leur concession. Merci. Kodjovi Amitonou, mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Vous avez suivi une revue toute particulière, peut-on dire, mais bien nourrie. Et ce sera ainsi les jours à venir. Merci d'avoir été des nôtres et à demain. Bienvenue à tous. Supposée dette de 15 milliards de francs CFA, soit 22 millions d'euros de l'ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou, candidat malheureux à la présidentielle de 2016, l'opposant au PDG du groupe burkinabé Ebomaf. Le dossier reste tout fumant. L'affaire qui, fin février, a fait grand bruit suite à la publication du magazine d'information La Lettre du Continent emballe désormais la classe politique béninoise. À la faveur d'une conférence de presse, Rachidi Gbadamassi, député de la 8e circonscription électorale, président du parti Dur Baka, est l'un des farouches opposants en son temps à la candidature du banquier d'affaires, soupçonne une rocambolesque affaire d'escroquerie et en appelle conséquemment à l'ouverture express d'une enquête judiciaire avec des sanctions idoines. Affaire Ebomaf Lionel Zinsou, une affaire politico-judiciaire. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission 100% BD du jour. À ma droite, Aimé Tchefa, enseignant, expert en stratégie de développement. Il est socio-anthropologue, très au fait de l'actualité sociopolitique. Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci. En face de lui, Hassani Assouma, béninois de la diaspora, opérateur économique. Il est critique politique, très libre de ses opinions. Hassani Assouma, bonjour. Bonjour, Joël. Merci de nous rejoindre aussi. Et le séjour? Ça se passe bien.
On ne l'attendait pas forcément sur ce dossier, ni aucun acteur politique. Le sujet a retenu plutôt l'attention des hommes de la presse plusieurs mois déjà avant de paraître une fois encore dans la lettre du continent. Mais cette fois-ci, c'est les acteurs politiques qui s'en saisissent au devant. Rachidi Badamassi qui a donné de la voix. Chers invités, j'imagine, vous l'avez suivi. Pour nos invités, nous reviendrons là-dessus pour nos téléspectateurs sur le contenu tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais bien avoir déjà votre première lecture de cette sortie. Rachidi Badamassi au devant de la scène par rapport à un sujet comme celui-là. Comment le socio-anthropologue appréhende cette sortie? Merci. Je voudrais d'abord commencer par dire que je suis sur ce plateau en tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire, opinant en toute indépendance et en toute liberté. Je n'ai pas de camp, je n'ai pas de chapelle. Le Bénin et son développement constituent ma chapelle à moi. Ceci dit, l'acteur politique dont vous parlez, à savoir l'honorable Rachidi Badamassi, est un homme politique, je dirais, à un style un peu particulier au Bénin, vous le connaissez. Il fait des sorties intempestives, des déclarations, je dirais, à la limite fougueuses. Et c'est cela qui constitue sa particularité. Et je crois, d'une manière ou d'une autre, reste en accord et en adhésion avec les besoins de ses mandants qui le connaissent. Parce que, n'oubliez pas, il a bénéficié de 4 mandatures à l'Assemblée nationale. Il a été maire honoraire de la commune de Parakou, président de l'Association nationale des communes du Bénin, vice-président de l'AIMF, Association internationale des maires francophones. Donc, cela est en parfaite adhésion avec les aspirations et les souhaits de ses mandants. Pour en venir sur le dossier qu'il a eu l'insigne courage et honneur de sortir des tiroirs ou du mutisme du peuple béninois, je voudrais dire que c'est un courage. Qu'on le veuille ou non, c'est un acte de courage. Comment vous pouvez comprendre que M. Lionel Zinsou, de nationalité béninoise, il est né béninois, il a été Premier ministre de ce pays, il a été candidat à l'élection présidentielle de mars 2016, et qu'un journal aussi sérieux, un journal de professionnels. Dans votre introduction luminaire, vous disiez supposé d'être. Non. On n'est pas dans de la science-fiction, on est dans des faits réels. On sait qui le défend. Il est défendu par Maître Nicolas Bavezeres dans cette affaire et le PDG du groupe Ebomaf, M. Mahamadou Bonkungu, est défendu par Maître Patrice Mouchon. Les faits sont réels. Actuellement, ils sont à la 4e chambre de TGI de Paris. Ce ne sont pas des faits inventés. On est dans de la réalité. Et le dossier est effectivement un dossier de 15 milliards. Et la partie française s'en est déjà saisie au regard des faits constitutifs du droit français. Et en ce moment, personne ne dit rien au Bénin. Parce que nous sommes sous les tropiques, nous sommes un pays de non-droit, rien ne se dit, rien ne se fait. Tant qu'on peut camoufler un fait, tant que c'est possible, on le fait. On ne peut pas aller au développement en faisant du faux fuyant comme cela. On ne peut pas aller au développement en rasant les murs de cette façon. Même la presse au Bénin n'a rien dit. Aucune autorité politique n'a rien dit. Aucune personnalité digne du nom n'a rien dit. La société civile, les critiques littéraires, les acteurs les plus critiques des faits de nos sociétés, ici, personne n'a rien dit. En somme, sur un dossier aussi sérieux. Et c'est tout comme si, ici, notre particularité, c'est l'immoralité. Tout ce qu'un chef fait est bien. Il ne faut pas critiquer. Venu à propos. Ah oui, à mon avis. On va recueillir l'avis de votre vis-à-vis et on va poursuivre. Mais avant, je dois à la vérité souligner, comme je l'avais dit un peu plus tôt, qu'autour de ce dossier, il y a de ces hommes de médias au Bénin qui ont soulevé la question, même en pleine période électorale. Il faut saluer ici le doigté de la Nouvelle Tribune avec son directeur de publication Vincent Folly qui avait évoqué le sujet, démenti par la suite par la personne mise en cause et par la suite revenu au devant avant maintenant d'être révélé par la lettre du continent
qui en soi n'est plus une révélation, mais qui a apporté plus de précision et de détails. On va poursuivre, oui, Hassani Assouman, par rapport à cette sortie. Sur le sujet, mon avis est simple parce que pour moi, j'estime que déjà, c'est une question de dette, donc une question civile au demeurant, une question qui lie deux personnes, c'est-à-dire Lionel Zissou et son créancier, plutôt son créancier. Donc, j'estime que c'est une affaire purement privée. Purement privée, au départ. La particularité, du moins la tournure que cette affaire commence par prendre est fonction des acteurs qui commencent par intervenir. Et pour quelles raisons aujourd'hui? Je pense que nous allons en débattre, forcément. Parce que Lionel Zissou doive 15 milliards, 20, 30, 50 milliards à quelqu'un, ça reste pour moi du ressort du privé. C'est un contrat qui les lie certainement. Et aujourd'hui, quand je regarde même l'intervention de l'honorable Gbadamassi, je dis, pour l'instant, mais de quoi est-ce qu'on se mêle? De quoi est-ce qu'on se mêle? À quoi est-ce qu'on invite les Béninois en réalité? Sur ce sujet, je ne vois pas. Parce que justement, si le lien était fait directement, c'est-à-dire le contrat, c'est-à-dire la dette et les élections, si on arrivait à les lier, aujourd'hui, on parlerait. Est-ce que Lionel Zissou a entre-temps nié la dette? Je ne sais pas. Auquel cas, le débat serait autre. Est-ce que la dette intervient dans le cadre des élections, tel que l'honorable Gbadamassi l'a souligné? On pourrait faire le débat autrement. Mais en attendant que ces aspects de la question nous soient complètement révélés, il s'agit d'une dette. Et vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes sont endettées auprès de combien de personnes. Vous avez dit combien de personnes? Mais M. Lionel Zissou n'est pas monsieur tout le monde. On le saura pour l'instant. Mais est-ce que pour avoir été candidat aux élections présidentielles, enlève à M. Lionel Zissou la liberté de contracter une dette? C'est ça la question. Et quand on parle de moralité, d'immoralité, du moins c'est la question. C'est la tendance, c'est le maniement qui se fait autour de la question qui, moi, à mon avis, trouve un peu tendance. Il s'agit là de vos points de vue et vous êtes là justement pour ça. J'en aurais fini quand je dirais, mais si tout le monde, si tous ceux auprès de qui des hommes politiques ou des personnes qui contractent des dettes devraient aujourd'hui arrimer leur dette aux questions politiques, on s'en sortirait pas. Au Bénin, ici, je veux dire, on s'en sortirait pas. Donc, franchement, moi, j'estime que c'est une question purement privée pour l'instant, jusqu'à ce que le lien soit fait. Le lien soit fait. Et les personnes... Vous allez suivre avec précision l'intervention de l'honorable qui a fait quand même des démonstrations. Peut-être au regard de cette démonstration, vous aurez d'autres approches, peut-être disais-je, pour nos téléspectateurs et avec votre permission, j'imagine chacun dans sa position a pu suivre cet élément, mais pour nos téléspectateurs, cette intervention d'une trentaine de minutes, nous avons pour l'occasion de ce débat fait un résumé de 6 à 7 minutes, en tout cas l'essentiel, donc avec la complicité de la régie, nous allons pouvoir suivre Rachidi Gbadamassi sur la substance de son intervention et ensuite on poursuit le débat. Lionel Zissou, ancien Premier ministre du Bénin et ses complices, et candidat malheureux de FCBE à l'élection présidentielle de mars 2016, au Bénin a reconnu devoir à Mamadou Mokungu, président fondateur du groupe Burkina Ebomaf, une créance de 15 milliards de francs CFA, équivalent de 22 millions d'euros. Cette somme a été prêtée en plusieurs fois entre janvier et mars 2016. On n'est pas dans de la science-fiction. Il s'agit de pure réalité. Ce n'est pas de fiction. Affaire qui est pendante devant la justice. Et c'est un journal français qui nous le fait savoir en citant nommément les acteurs que personne ne rejette jusqu'à ce jour. Chers amis journalistes, l'escroc a été escroqué. En effet,
le code électoral en vigueur au Bénin, le code électoral en vigueur au Bénin encadre l'organisation des élections. Entre autres règles d'encadrement, il y a le financement de la campagne électorale. L'article 110 dispose: il est interdit à tout parti politique ou à tout individu prenant part aux élections du président de la République d'engager pour la campagne électorale par lui-même ou par une tierce personne plus de 2,5 milliards de francs CFA. L'article 111 dit également ceci: les candidats individuels régulièrement inscrits ainsi que les partis politiques prenant part aux élections du président de la République du Bénin sont tenus d'établir un compte prévisionnel de campagne précisant l'ensemble des ressources et des dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes ou pour leur compte. Ils doivent en faire dépôt compte récépissé à la Chambre des comptes de la Cour suprême 40 jours avant la date des élections. La forme et le contenu des comptes de campagne sont fixés par décret pris en Conseil des ministres après avis du président de la Cour suprême. Le candidat Lionel Zissou a-t-il respecté ces prescriptions légales? S'il était un candidat en France, oserait-il les violer? N'est-ce pas seulement en Afrique que l'on fait ce que l'on veut sans être inquiété? L'Afrique est devenue ce qu'on appelle dépotoir politique. Mieux, l'article 112 dispose: dans les 60 jours qui suivent le scrutin où l'élection est acquise, les candidats individuels ou les partis politiques ayant pris part au scrutin déposent compte récépissé auprès de la Chambre des comptes de la Cour suprême le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses effectuées. Après vérification des comptes, s'il est constaté un dépassement des dépenses de campagne, la Chambre des comptes de la Cour suprême adresse dans les 15 jours un rapport au président du tribunal de première instance de Cotonou pour les élections présidentielles ou législatives, au fin des poursuites entre les contrevenants. La loi va plus loin. En son article 141, en cas de dépassement du plafond des frais de campagne électorale, tel que fixé par l'article 110, ou la non-observance de l'obligation de dépôt des comptes prévisionnels et des comptes de campagne, tel que fixé par l'article 112, alinéa 3, les personnes déclarées coupables sont condamnées à une peine d'amende de 5 millions à 50 millions de francs CFA à la déchéance et à une peine d'inéligibilité d'1 an à 5 ans. C'est ce qu'on doit appliquer à Lionel Zissou et ses complices, et même à ces partis politiques-là. La déchéance totale et une éligibilité d'1 an à 5 ans. Mesdames, Messieurs, Monsieur Mahamadou Mokongu, président fondateur du groupe Burkina et Boumaf, est un digne fils de l'Afrique. Son entreprise est un modèle de réussite, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Qu'il soit escroqué ainsi sans que la justice ne soit faite est un déni de la puissance de l'État dans un régime démocratique où force doit rester la loi. C'est l'Afrique qui a été escroquée à travers ce édifice. C'est dans ce dessin que j'envisage organiser une tournée sous-régionale vers les chefs d'État de la sous-région et les parlementaires africains
pour que ce chef d'entreprise qui fait la fierté de l'Afrique retrouve ses fonds. Aujourd'hui, l'histoire ne me donne-t-elle pas raison lorsque hier, j'ai émis des réserves sur le candidat Lionel Zinsou parce qu'il est douteux. Aujourd'hui, l'histoire ne me donne-t-elle pas raison lorsque j'ai émis des doutes sur le candidat Lionel Zinsou. Vous l'avez suivi, chers invités, la période de près pour le député, démonstration à l'appui correspond à la période électorale en vue de la présidentielle de 2016. Mais Tchefa, vous l'avez suivi. Permettez-moi de dire un mot sur l'intervention de M. Assouma. Je suis étonné, et ça je le dis ouvertement et sincèrement, du point de vue qu'il a du dossier. Il me semble qu'il est en train de banaliser le dossier. Pensez-vous qu'un être humain normal puisse devoir 15 milliards à quelqu'un? Sous quel cieux? Non, j'en arrive. Nous sommes sur Mars ou sur Saturne. 1. 2. Vous pensez qu'un homme politique, premier ministre d'une république, engagé dans une élection présidentielle, peut devoir à quelqu'un? On n'a pas dit que... Non, j'en arrive. On n'a pas dit que c'est un dossier pénal. On sait que nous sommes en civil. Mais ce qui devrait retenir votre attention, 1, la qualité de la personne. Ce n'est pas vous et moi qui devons à quelqu'un. C'est Lionel Zinsou, Premier ministre du Bénin, au moment des faits. Et ensuite, candidat à une élection présidentielle. Et pour autant, ça lui enlève le droit de devoir à quelqu'un? Mais je dis, quelle est sa qualité? Mais justement, c'est la qualité. Et quel était le moment entre janvier et mars 2016? Ça aurait pu où nous étions... en Non, pas du tout. 2018? Non, pas du tout. Mais En bien sûr, droit, c'est il n'y a question pas de- de coïncidence. Ah, mais comment Il n'y a c'est- que c'est des faits grave qui sont pour lui. liés, dont l'association permet Mais est-ce de qu'aujourd'hui- produire une preuve. Mais attendez, puisque vos interférences... La m'embrouillent un peu. preuve Non, reste monsieur la Assou- rançon du droit. Monsieur Et en Assou- la La matière, preuve reste Monsieur Assou, en attendez. fonction de droit. On Monsieur Assou, va jouer autrement. Non, attendez. On va jouer Non, autrement. permettez On va que jouer j'évacue. autrement. Non, attendez. Attendez. Permettez que j'évacue. J'ai la Permettez que prise de j'évacue débat. mon point de vue. Ebi Tchefa et Hassani Assouman. On se calme et on repart. Je redonne la parole à Ebi Tchefa. Il fait sa démonstration. Vous reprendrez la parole et nous revenons sur l'intervention. Avec votre permission. Monsieur Assouma, connaissez-vous le dossier Big Malion en France? Connaissez-vous le dossier Liliane Bettencourt? N'oubliez pas qu'il doit prendre la parole. Connaissez-vous le dossier Kadhafi? Le président Sarkozy, parce qu'il était soupçonné d'avoir personnellement pris de l'argent auprès du président Kadhafi pour financer la seule élection présidentielle qu'il a gagnée dans sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, il est en train d'être poursuivi. À la recherche, plus de 900 heures d'audition. On a cherché partout. Liliane Bettencourt, cette vieille fortunée, qui est une amie personnelle au président Sarkozy, on a estimé qu'il ne devrait pas escroquer cette dernière. Écoutez, quand on est dans une démocratie réelle, une démocratie sérieuse, et qu'on est dans un état de droit, qu'on est une personnalité publique, on n'a pas toute sa liberté. Pour une simple question de rapport sexuel, souvenez-vous bien, l'affaire Monica Lewinsky aux États-Unis, c'est ici qu'on fait ce qu'on veut. Lorsque vous voulez devoir aux gens, à volo, dans les mesures que vous estimez être bonnes pour vous, vous n'avez pas le droit d'être une personnalité publique et qui plus est engagée dans une élection présidentielle. Et le droit l'a ainsi fait. Pourquoi? Parce que si on vous permet d'aller chercher de l'argent comme vous voulez, où que vous voulez, les montants que vous voulez, là, vous n'allez plus porter un projet de société, mais plutôt vous allez acheter le pouvoir. C'est pour ça que le législateur, conscient de tous ces faits, limite la quantité d'argent à injecter dans une campagne électorale. Et pour le code électoral en vigueur en République du Bénin, en référence à l'article 110, Là, vous êtes déjà dans le dossier. Vous ne devez pas dépasser parce qu'on y a 2 graduellement. milliards et demi. Donc c'est ce que je voudrais dire. Il faut qu'on soit, c'est-à-dire on ne peut pas aller, puisque l'un des facteurs explicatifs du sous-développement de l'Afrique, pour ne pas dire le facteur explicatif le plus important, c'est notre mentalité. Vous n'êtes pas libre de devoir combien vous voulez, à qui vous voulez dans des pays sérieux. Tous vos comptes sont déclarés, bancaires bien sûr, tous vos biens sont déclarés. Vous êtes suivi à la lettre, quelle qu'en soit votre qualité. Encore plus, si vous étiez une personne publique, c'est-à-dire une personnalité
politique. Et c'est dans cette logique, dans ce sillage, que mon analyse est focalisée et dosée. Merci. Oui, Hassani Assoumana, par rapport au point relevé. Non, déjà, mon avis ne change pas, ça ne varie pas sur la question. Je dis, pour l'instant, nous sommes dans de la spéculation. Votre vis-à-vis a parlé de la qualité de l'intéressé et a cité quelques exemples. Ça ne change pas mon avis. Ça ne change pas mon avis personnel sur la question. En ce sens que, déjà, quand je vois la qualité de la personne qui intervient, quand je vois le contexte dans lequel la dette est intervenue et qui a été rappelée, je dis, on appelle ça de la spéculation. Et de la spéculation en politique, ça détériore la qualité du débat. Et c'est ça, en fait, le combat qu'on doit commencer par faire. Je ne vois pas l'intérêt pour Racine Badamassi aujourd'hui, puisque j'ai suivi l'élément comme vous. Il est même allé jusqu'à dire qu'il s'en va faire une tournée dans la sous-région auprès des... Je dis, mais c'est... Je ne vois pas l'intérêt. Il parle d'une campagne de salubrité publique. Non, je dis, je ne vois pas l'intérêt. Politique. C'est mon avis. Oui. Je dis, je ne vois non seulement pas l'intérêt, je ne vois pas la pertinence. D'accord? La pertinence en ce sens que, du moins, est-ce que je vois une autre pertinence? Il y a quelque chose derrière. Il y a un événement qui se produit et de l'événement, on arrive à chercher des acquaintances qui donnent du boulot. J'appelle ça se donner du boulot. Maintenant, se donner du boulot. Maintenant, je reviens sur la question de la qualité de la personne qui contracte une dette. Je ne vois pas en quoi est-ce que être Premier ministre ou être homme politique, ou être commerçant, ou n'importe qui, vous empêche ou vous enlève le droit de contracter une dette auprès d'une autre personne. Je ne vois vraiment pas, déjà, a priori, des cas. Maintenant, si on revient à la question, si on revient à la qualité même de Lionel Zinsou, que Lionel Zinsou aille prendre 15 milliards auprès d'une personne, je dis, tant que le lien n'est pas fait de façon objective, de façon directe, liant, je veux dire, la créance de la dette aux élections, et que ça va juste être des spéculations sur une lecture complètement mal faite, une lecture bâclée à mon avis, je dis, il y a toujours un problème. Il y a un problème. Et tant que ça ne va pas être fait, mon avis ne variera pas, mon avis ne changera pas sur la question. Maintenant, que quelqu'un prête 15 milliards à Lionel Zinsou, dans un contexte purement privé, dans un cadre purement privé, je dis, c'est parce que cette personne aussi a pensé, ou que cette personne, l'évaluant, sait qu'il serait capable de rembourser sa dette. C'est une question, pour l'instant, complètement privée. Maintenant, pour la question de la morale en politique, je suis complètement d'accord avec lui. Si le lien était nommément fait, si le lien était réellement fait, s'il était établi, que c'est dans le cadre des élections, parce que seulement les dates ne suffisent pas. On a parlé de janvier, de janvier à mars, ok? Ça aurait pu être de février à juillet, ça aurait pu être d'octobre à décembre, c'est possible. Maintenant, ça a été dans cette date-là. Mais ça ne fait pas une coïncidence malheureuse? Non, pas du tout. Je dis, je ne reste pas dans les spéculations. Pour moi, je me détache des spéculations. A priori, pour moi, je me camponne aux faits, je me camponne aux preuves pour évaluer. Il a cité tout à l'heure le cas de Bettencourt et d'autres en France. Mais pourquoi est-ce que le président Sarkozy est toujours libre de ce mouvement? Il y a effectivement spéculation. Et c'est justement ça. Et là encore, c'est une des affaires qui ne se lient pas parce que le lien a été fait entre les élections et les fonds stockés à cette dame-là. C'est ce que mon ami a oublié de dire en France. Mais jusqu'aujourd'hui, ça a été la parole de la vieille sénilfe, en griffe, c'est pas moi qui le dis, et le chef de l'État français. J'ai suivi cette affaire-là particulièrement. Aucun lien, on ne peut pas, il faut éviter cette dichotomie-là. Aucun lien ne peut se faire entre cette affaire et celle en cours. Maintenant, les intentions de Rachid Badansi, pour moi, quand j'écoute ce qu'il a dit tout à l'heure, là, les intentions sont de plus en plus claires. D'accord? Je me dis, je fais des lectures. Avant votre lecture, je rappelle, Rachid Badansi dit que cette affaire, pour lui, ressemble à une escroquerie. En tant qu'élu du peuple, il demande que la justice s'en saisisse et il est surpris d'un silence qui ne dit pas son nom j'ai plutôt au niveau peur de pour sa nation. Non, moi, franchement, Oui. la victime dans cet élément, Oui. pour moi, à ma lecture, c'est Rachid Badansi. C'est une grande victime. C'est Rachid Badansi? une grosse victime. Comment ça? Je m'explique. Vous voyez, Rachid Badansi, peut-être par sa culture, peut-être par son tempérament, ne mesure pas
la portée d'une déclaration publique. Il ne mesure pas, il est habitué, comme l'a dit tout à l'heure mon vis-à-vis, il est habitué à des déclarations intempestives, il est habitué à des sorties énergétiques, c'est vrai, mais dans le cadre d'une affaire comme cette affaire-là, comme celle-là, le silence des hommes politiques, le silence de la presse, le silence des universitaires, des juristes dans le pays s'explique. C'est une affaire purement privée. Pour l'instant, c'est une affaire purement privée. Et la lecture des articles 110-111 de la Constitution ou du Code électoral, tel qu'il a fait tout à l'heure, là, n'enlève rien au caractère privé de la créance qui lie ce Burkinabé à ce Béninois, à ce monsieur. Et malheureusement pour lui, une fois encore, je dis, c'est une affaire qui est devant la justice française. Et il a évoqué tout à l'heure, on a été informé par un journal français, un journal qui dit sérieux, d'accord? Non, un journal français est venu confirmer les faits. Il y a des journaux béninois qui avaient évoqué le dossier. Mais je dis, il faut savoir raison garder. Il faut savoir mettre de la qualité dans ces interventions, surtout quand il s'agit de déclarations publiques d'une telle envergure. Parce que à l'arrivée, il se pourrait fort bien que cette créance soit destinée effectivement au financement des élections présidentielles et qu'il ne puisse pas en répondre, ou du moins qu'il lui soit demandé d'en répondre, lui, Madame Assi, tout simplement. Donc il faut savoir faire attention dans ce genre de déclaration-là. La morale, quand il le disait tout à l'heure, il dit, mais le code l'a dit, il ne faut pas dépenser. C'était mon œil. De quoi est-ce qu'on parle? Les 2,5 milliards, auquel je dis, j'admets, j'admets que c'est vrai que cette somme serait effectivement destinée à ce projet-là, les élections présidentielles 2016. Si c'était vrai, je ne le dis pas, j'emprunte l'expression de mon co-débattant, et j'ai dit, c'était ça, il y a un problème. Il y a effectivement qu'il faut mieux encadrer les élections au Bénin. C'est pas seulement les élections présidentielles, toutes les élections, il faut les encadrer pour que le code puisse être respecté dans ses dispositions financières. Donc, dans ce débat, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir disséquer, carrément. C'est la question, parce que aujourd'hui, tout ce que M. Badamassi dit, moi je voudrais entendre la déclaration de l'avocat de Lionel Zissou dans ce dossier-là. Et ça, vous l'aurez bientôt. Cet argent Emetiefa, avec votre émission, Emetiefa, oui, votre co-débatteur craint plutôt pour Rachidik Badamassi, qui serait allé un peu trop vite. Non, moi, Rachidik Badamassi n'est pas mon problème, je vous l'ai dit. Oui, tout à fait. Bon, qu'il y ait un problème de gros sous, d'accord, entre Lionel Zinsou et Mahamadou Bankougou, et que Badamassi soit victime, je ne sais pas quelle alchimie cela pourrait arriver. Je ne parle pas de ça. Écoutez, mais les faits. Écoutez, un être humain qui est une personne publique, un acteur politique engagé dans une élection, doit 15 milliards à quelqu'un. Ça ne retient pas l'attention de M. Azuma. Il estime que celui-là peut devoir combien il veut à qui il veut. 15 milliards. Premier fait. Deuxième fait. Il a dû ce montant faramineux entre janvier et mars 2016. On était en pleine période électorale au Bénin. Ça lui dit rien. Troisième fait. Depuis que M. Lionel Zinsou doit ce montant faramineux à M. Mahamadou Bankougou, il n'a investi un franc nulle part. Son train de vie n'a pas changé. On n'a pas vu ce qu'il a fait dans sa vie avec ce montant-là. Quatrième fait. M. Assouma, on voit ce qu'on veut voir. Si vous étiez juge et on vous amène ce dossier, en l'état de ces faits, vous ne ferez aucun lien. Tous ces faits, non, c'est moi qui ai la parole, je vous écoutais. Tous ces faits sont des coïncidences. Que cela soit dit en passant, qu'il a bousillé un hélico béninois et qu'il ne l'a pas payé. En France, il le paierait. C'est tout ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'on cesse de voir de la négraille comme de la racaille. Ou ici, on est dans la cour du roi Péto, on peut tout faire, il n'y a aucun problème. Vous pensez que si on était à une élection en France et que Lionel Zinsou
était candidat, engagé, et que pendant qu'on était en pleine période électorale, il est resté devoir, par cette reconnaissance de dette, 22 millions d'euros à quelqu'un. Vous pouvez dire à un juge français que ça là, il n'y a aucun problème, que c'est une affaire privée, qu'on cherche des sous, qu'il aurait pris les sous pour ne pas battre campagne, je vous en prie, ne dites pas ça. Moralement, ce n'est pas recevable. Logiquement, ce n'est pas recevable. Au regard de n'importe quelle assertion tendant à faire de la démonstration au regard des êtres humains, mus par des sentiments de vérité et de justice, ça ne sonne pas. Ça ne cloche à rien. Il faut qu'on soit sérieux. On ne veut défendre personne ici, je l'ai dit. Vous êtes béninois, j'en suis un. Pareil pour M. Yetondi. Il s'agit du développement de notre pays, pas plus. Personne n'a aucun intérêt à rien. Si j'allais vous dire l'admiration personnelle que j'ai pour Lionel Zinsou, j'ai toujours été fier qu'il soit béninois, qu'il porte la même nationalité que moi. C'est un intellectuel bon teint. Et si j'avais le choix, moi, tout seul, si j'avais le choix, moi, tout seul, je crois qu'on avait besoin de lui. Mais cela ne nous empêche pas, je vous en prie, cela ne nous empêche pas de dire la vérité. Que vous allez vous mettre à démontrer qu'il aurait perçu ces 15 milliards de janvier à mars 2016 et ne les aurait pas utilisés pour les élections, même ma grand-mère ne vous croirait pas. Et vous ne serez pas pris au sérieux. Vous ne serez pas perçu comme un patriote. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Est-ce que l'université, à travers ce dossier, trouve que ceci, avec ces interrogations, 15 milliards, pas de réalisation, comme vous dites, rien de visible, le train de vie de l'homme n'a pas changé, où sont passés les 15 milliards? C'est vrai des questions qu'on pourrait se poser. Ceci soupçonnerait-il, comme le disait le conférencier, date d'escroquerie, qu'il y aurait des gens derrière Lionel Zinsou? Non, moi je ne parle pas d'escroquerie. Voilà, est-ce que là on ne va pas un peu trop loin? Ce n'est pas mon angle d'attaque. Je vous ai dit, l'honorable Benamassi est un acteur politique. Alors lui, il est en train de faire de la politique, mais moi je ne suis pas en train de faire de la politique. Non, écoutez, lui, je dis lui, il est en train de faire de la politique, d'accord? Mais dans tout ce qu'il a dit, il n'y a pas un fond de vérité. Il n'y a pas de la matière à s'inquiéter lorsqu'on est béninois. Lorsqu'on vous dit quelqu'un doit 15 milliards, il ne doit pas 10 millions de francs CFA. Il doit 15 milliards. Non, je vous en prie. Mais ça dit, j'attends de voir. Le volume de la créance, oui. Mais c'est par rapport à votre condition, c'est par rapport... il faut poser la question aux deux co-contractants. Dans cette affaire-là, si il a pu, si moi aujourd'hui je me présente devant M. Ebomaf pour lui demander 15 milliards, il ne vous donnera pas. Vous pensez qu'il allait me donner 15 milliards? Il ne vous donnera pas. Non, demandez-vous pourquoi il ne vous donnera pas. Que ce soit 15 milliards, ou que ce soit 15 millions, ou 150 000 francs, c'est une dette privée pour l'instant. Et de cette même façon-là, que vous trouvez que 15 milliards, c'est énormissime, c'est cette même façon-là, je vous dis, pour certains dans ce pays de la rupture, 150 000 francs, c'est énorme. Non, ça c'est notre débat, M. Assouma. Non, attention. C'est notre débat, ça n'a rien à voir avec la thèse. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc, votre appréciation du volume colossal de la dette, c'est par rapport à vous, pas par rapport aux co-contractants. Je dis, pour l'instant, quittons les spéculations. Non, on ne spécule pas. Non, on ne spécule pas. Bien sûr, parce que... Un être humain doit 15 milliards à un autre. C'est pas une spéculation. Il y a des gens ici dans ce pays... En période électorale. En période électorale. Est-ce que, je vais te poser une question, est-ce que la période empêche ou la période enlève à M. Zinsou la capacité d'aller contracter une dette de 15 milliards? Mais bien sûr, pas pendant cette période. Quels sont les... Le code électoral le lui interdit, M. Assouma. Le code a dit que lorsque vous êtes un candidat individuel ou porté par un parti politique, vous n'avez pas le droit d'aller prendre de l'argent pour financer votre élection. Et ce travail aujourd'hui, c'est de pouvoir lier la dette aux élections. L'avocat qui sortirait d'école aujourd'hui, vous lirez ça. Et tant que ce travail n'aura pas été fait, je dis... Ma grand-mère pourrait faire ce travail. Nous sommes dans de la spéculation. Pas du tout, on n'est pas dans de la spéculation. Dessous. Simplement parce que justement, il faut voir la qualité. Et moi, je renverse la question aujourd'hui. Je dis, je vois la qualité de Lionel Zinsou et je vois la qualité du dénonciateur. D'accord? Et le lien, je dis, je suis un peu embêté.
Comment ça? Je suis très embêté. Expliquez-vous. Je suis très embêté parce que, justement, quand je pars du principe qu'il a pris 15 milliards qu'il n'a pas investi, je ne m'aventurerai pas dans ce genre de déclaration. En tout cas, je n'irai pas aussi vite. Parce que justement, je ne connais pas Lionel Zissou. Je ne connais pas intimement Lionel Zissou. Je ne connais pas les activités de Lionel Zissou. Ça c'est vous, ça? Ça, c'est moi. Oui. C'est moi. Mais d'accord. l'homme qui parle, vous ne le Mais connaissez en pas. France, on le connaît. A priori, je parle de mon ami, d'ailleurs, mais je dis, c'est pas possible qu'a priori, qu'il avance ce qu'il a avancé là pour démontrer que les sous sont liés. C'est léger. C'est tout simplement léger parce que, justement, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas si sont en train de bien évoluer, vous ne savez pas s'il y avait un problème. Si demain, on nous sortait, attendez, si on nous sortait des chapeaux, si on nous sortait des chapeaux, attendez, vous risquez de ne pas être pris au sérieux. Non, vous n'êtes pas déjà vous n'êtes pas du tout sérieux déjà, je remarque, parce que justement, vous affirmez des choses graves. Parce que vous ne connaissez pas Lionel Zissou, a priori, vous ne le connaissez pas plus que lui et moi, déjà. Et vous dites, son train de vie n'a pas changé, il n'a pas investi, il a investi. Mais allez lire la lettre du continent. Moi, j'ai dépassé ce niveau. Mais lisez la lettre du continent. Monsieur, attendez, monsieur, vous voyez, moi j'ai dépassé le niveau où on se cramponne à des écrits pour tirer des conclusions. Non, c'est pas n'importe quel écrit. On ne peut pas n'importe quel écrit. Moi, a priori, aujourd'hui, je dis, il n'y a aucun lien qui soit directement fait. On va évoluer. Assani Assouman, on va évoluer. Mais l'homme reste, on ne peut pas le nier. Lionel Zissou, c'est vrai, jusqu'à preuve de contraire, il ne s'est pas relancé, mais à un moment donné, il a pris la coloration politique. L'homme qui dénonce aujourd'hui les faits, qui prend le devant des choses, reste aussi un acteur politique et demande à ce que l'on voit du côté de la formation politique dont il a été en son temps le porte-étendard. MTFA pour l'universitaire, ce sont des questions aussi épiques. Vous ne direz pas que c'est un fait qu'il ne faut pas lire et qu'il ne faut pas lire. Oui, pourquoi pas. Écoutez, vous savez bien comment on finance une campagne dans ce pays. Vous le savez bien. Lorsque vous êtes candidat à une élection, que vous portez l'étendard de telle ou telle formation politique, c'est d'abord votre affaire plus que l'affaire de ces formations politiques. Et vous savez bien pourquoi jusqu'à ce jour, on n'a pas encore eu à la tête de cet État des hommes politiques, mais plutôt des hommes indépendants qui se débrouillent un peu partout, trouvent leur argent pour investir dans une élection présidentielle au Bénin. Et vous le savez mieux que moi, qu'une élection présidentielle au Bénin est une affaire de plusieurs dizaines de milliards plutôt que de 2,5 milliards, tel que le code leur a dit. Et que si cela est compris, notamment par mon vis-à-vis, alors on peut imaginer, je n'ai pas dit qu'on sait, on peut imaginer ce à quoi les sous auraient servi. Que nous soyons en pleine période électorale, et qu'un Premier ministre, qui plus est candidat, publiquement engagé, et qu'il avait un défi, parce que tout était dit sur sa candidature, pendant cette période précisément, aille faire des prêts à hauteur de 15 milliards de francs CFA auprès de quelqu'un qui est un homme d'affaires et qui a des affaires dans le pays et qui pourrait encore en avoir si celui-ci était élu, et que vous pensez que tout ça c'est banal et qu'on est dans une affaire purement civile et qu'on n'a pas à regarder, je pourrais vous dire que ma grand-mère, sans être juriste, pourrait faire le lien entre les deux. Qu'est-ce qu'il allait alors faire avec de l'argent? Un montant aussi faramineux. L'avocat qui est sorti d'école aujourd'hui également pourrait vous faire cette démonstration. Écoutez, vous pensez que c'est en soutenant ces genres d'initiatives que nous pouvons développer? Les autres ont dû respecter, je crois, quelque peu la morale, ont dû faire preuve de rigueur pour être là où ils sont. Et de là où ils venaient, si, pendant qu'on est en pleine période électorale, vous allez faire un prêt, vous savez que vous avez déjà enfreint à la loi, ça vous le savez, vous êtes de la diaspora. Si vous connaissez bien le dossier Sarkozy, par rapport à Liliane Bettencourt, par rapport au président Muammar Kadhafi, vous devez savoir,
lorsqu'on est en période électorale et que vous êtes une personnalité politique, il vous est interdit de faire des prêts. Est-ce que c'est un dossier qu'il faut lier à la corruption? Partout, dans toutes les démocraties sérieuses. Oui. Quand vous parlez d'interdit, écoutez, je crois qu'il faut qu'on soit sérieux, définitivement, voilà, parce qu'il m'invite à être sérieux. Je me rends compte que ça, c'est pas bon. Non, quand on parle d'interdit, il faut un texte qui vient d'interdit. Le code électoral. Quel code électoral interdit au Bénin que quelqu'un qui est en période, qui va aux élections, ne soit pas capable d'aller faire un prêt. Dans libéralité. Ah bon? Dans libéralité. Je vais vérifier, je n'étais pas au courant. Ceci dit, mais en quoi est-ce qu'un prêt peut devenir une corruption en période électorale? Non, je dis en quoi est-ce qu'un prêt, puisque vous avez posé une question, je vais vous répondre déjà. En quoi est-ce qu'un prêt, une créance peut devenir un acte de corruption? L'appel à vérifier un peu tout ce qui s'est passé dans ce dossier, vous ne trouvez pas ça opportun? Non, franchement, personnellement, je crois que il y a beaucoup d'impréparation à cette sortie-là, franchement. Donc c'est une sortie qui n'en valait pas la peine? Non, c'est vraiment pas. Il y a beaucoup d'impréparation. Moi, je m'intéresse aux faits et non à la sortie. Il y a beaucoup d'impréparation, d'accord? Non, plus justement, les faits, ce n'est pas des faits que nous débattons de la sortie. Non, moi je débat des faits. Moi je débat des faits. Dans ce cas, on n'est pas là allez-y, sur le plateau pour la même chose alors. C'est pour ça qu'on ne s'entendait pas depuis. Non, franchement, je crois qu'il y a beaucoup d'impréparation autour de la sortie, parce que justement, une sortie comme celle-là, et c'est ça en fait, c'est ce que je reproche à mes amis rupturiens aujourd'hui, c'est-à-dire, on ne prend pas le soin d'analyser tout le contour de l'affaire qu'on veut embrasser. Donc, vous ne conseillez pas à Rachid Bamadassi d'effectuer sa campagne de salubrité? L'appel... Je suis content, moi je ne dirais pas, je ne vais pas être péremptoire sur la question, puisque mon ami l'a dit tout à l'heure, il est d'un style particulier, il est d'un style un peu spécial, d'accord? Dans ce cadre, et lui connaissant cette façon de faire les choses, je dis, il va la faire. C'est pas moi, ce que j'aurais dit sur Sika TV aujourd'hui, qui empêcherait M. Rachid Bamadassi de faire ce qu'il a à faire ou de faire ce qu'il a envie de faire. Mais franchement, ça pose aussi le problème de la qualité des hommes que nous avons en politique au Bénin. Oh non, ça c'est notre débat, M. Assouma. Mais ça pose... C'est notre débat. Vous êtes un intellectuel et je dis que cette impréparation, je dis, tout ce qu'il y a comme quoi autour de ce dossier-là pose le problème de la qualité de nos hommes en politique. Parce que justement, quand on est homme politique, c'est pas surtout et partout qu'on opine aussi. Ça aussi. Et une question comme celle-ci, justement, parce que justement, Rachid Bamadassi appartient à un bloc de la majorité présidentielle, c'est ça? BMP, c'est ça, hein? C'est ça la dénomination. Il appartient à un bloc, il est dans un groupe, d'accord? Donc il ne peut plus sortir de façon hasardeuse. Il ne peut plus sortir de façon... Je m'en vais vous expliquer que ce qui est important pour moi, ce sont les faits. C'est-à-dire l'opportunité que la sortie de l'honorable Rachid Bamadassi nous donne en tant qu'intellectuel à discuter. Et par rapport à cette opportunité, très rapidement, je ne voudrais pas apprécier spécifiquement ces faits. Mais il y a un autre point important que je voudrais souligner. 30 secondes et ça à la connaissance de M. Assouma. Oui. Souvenez-vous à l'époque que des OPA offres publiques d'achat à l'époque étaient lancées et par coïncidence était à hauteur de 15 milliards et que le seul adjudicataire était M. Lionel Zinsou. Alors, je m'en vais conclure, puisque le temps est parti, pour dire que l'Afrique en est toujours au sous-développement. Parce que dans notre mentalité, nous ne sommes pas encore sérieux. Nous pensons que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Je crois que les intellectuels africains, les Africains qui aiment leur continent, soucieux de son développement, devrait plutôt se débarrasser de toutes les chaînes pour penser au développement de leur pays. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, le temps n'aura pas suffisamment suffire. Nos invités, le thème en est beaucoup. On se retrouvera au besoin demain. C'est un autre jour. Je vous fausse compagnie sur ces citations du prédicateur, journaliste et homme politique français Henri Locardère. Je le cite, « Les chagrins et les peines, c'est ce qui manque le moins dans le monde. Prenez plutôt la vie du bon côté. » Mesdames, Messieurs, merci pour la fidélité à nos programmes. À demain.